Je vais plutôt vous parler de la situation d'amont de dépistage et où Barbara nous parlera de la recueil de la parole de l'enfant au sein du parcours judiciaire. Et en fait, nous, notre unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, c'est une fondation nationale, suite à une instruction, où elle est divisée donc, en groupe enfants en danger, l'UAPL GED, c'est le service d'amont de dépistage, de soins, et l'UAPL médecine légale avec la salle d'audition filmée et le parcours judiciaire avec l'examen médico-légal. Donc, bon, apparemment, il ne faut pas tout le temps parler de la civisme, mais quand même, je pense qu'il y a comme partout, du bon à prendre. Quelques éléments de contexte pour vous dire que les enfants sont souvent quand même très jeunes, puisque les enfants, d'après la Civis, avaient en moyenne 8 ans au moment de leur première agression, et pour un quart des victimes, elles avaient moins de 5 ans. Et dans 81% des cas, l'agresseur était un membre de la famille. Ça pour vous dire que les enfants sont très petits. Concernant la parole de l'enfant, la Civis rapporte qu'il était compliqué pour les enfants victimes de libérer la parole. Et que des fois, quand il y a eu des révélations, cette parole n'était pas prise en compte, il n'y avait pas des process de protection qui se mettaient en place, ou d'enquête qui se mettaient en place dans les suites. Et il est noté que 6 professionnels sur 10 n'ont rien fait des révélations qui leur ont été faites. Donc, vous voyez que les enfants sont très jeunes et il y a des enjeux très importants autour du recueil de la parole de l'enfant. Parce que, alors Barbara pourra vous dire mieux que moi, c'est rare qu'il y ait une anomalie de l'examen clinique périnéal où le moment où il va y avoir des anomalies, donc il va y avoir une sorte de gradation dans la montée un petit peu en charge des violences. Il y aura probablement eu auparavant des accouchements et voilà, une situation d'accouchement où on n'a pas de stigmate somatique sur le plan périnéal. Donc c'est vraiment la parole de l'enfant qui va être opposée à la parole de l'adulte. Les modes de révélation les plus classiques des sévices sexuels, c'est les révélations spontanées d'enfants, on en parlera plus tard. Et puis après, les questionnements de l'entourage ou des professionnels vis-à-vis d'éléments somatiques, éléments comportementaux ou des difficultés sur plan scolaire, ça va être un spectre assez large, c'est pas l'objet du jour de vous en parler. Et après, à partir de ces signaux d'appel, il va falloir essayer de faire vraiment du dépistage, que nous on essaie de faire en consultation pour essayer d'attraper, tirer quelques petites ficelles et avoir des éléments qui nous guideront ou pas vers une situation de violence à enfant. Donc il y a un enjeu. Alors, juste, c'est des théories. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes de la salle, si elles sont là, qui connaissent les enfants qui s'occupent d'enfants. Ça, c'est des référentiels qu'on peut tous trouver facilement. On commence à avoir un langage plus construit plutôt à partir de 3 ans, mais c'est vraiment très aléatoire d'un enfant à l'autre. Et puis, si vous voyez plutôt ce qui est noté en bas de la flèche, et à 3-4 ans, parce qu'on a bien dit qu'un quart des enfants c'était moins de 5 ans, c'est très difficile de recueillir la parole de l'enfant très jeune, parce que même en termes de repères spatiaux, temporaux, c'est quelque chose qui n'est pas acquis pour eux, qui va être un peu mieux acquis à l'âge de 6 ans, mais pas encore. On peut avoir un manque de mots, parce que 3 et 4 ans, on peut avoir jusqu'à 900 mots dans son panel de vocabulaire. Donc ça fait déjà ce référentiel théorique, ça peut déjà résonner pour chacun de nous sur la difficulté d'interroger et de recueillir la parole d'un enfant jeune. Donc, alors, je sais qu'elle est utilisée par le CRIAL et bien d'autres personnes, cette vidéo. Comment je peux sortir ? Alors, c'était cette émission. Bonjour, mademoiselle. Alors, ça va ? Oui. Comment t'appelles-tu ? Alors, vous connaissez le principe, je vous ai réexpliqué. Mais là, je vais arrêter la vidéo et peut-être un petit peu, j'ai eu le temps de faire un vrai questionnaire face là. Par un amoureux, ça bip, on voit la réaction de l'adulte, hop, 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 finalement, on repose la même question, elle va dire oui. Je suis pas là. Comment il s'appelle ton amoureux ? Il s'appelle Fernando. Ah. Est-ce que tu vas te marier avec Fernando ? Oui, mais pas. Mais tu vas te marier quand ?
À 10 heures. Alors, à 10 heures, d'habitude c'est plus l'après-midi, les mariages, mais enfin, elle n'a aucun repère de temps. Voilà, à 10 heures, elle entend tout ça. Moi, tous les soirs, mon fils de 3 ans et demi, il me dit demain, maman, tu te réveilles à 8 heures. Je lui dis oui, mais en fait, on est plutôt à 7 heures. Il est grand ton amoureux ou il est petit? Il est grand et petit. Il mesure combien? Mais il ne peut pas attraper des ballons. Il ne peut pas attraper des ballons. Et quand il est grand, il mesure combien? Ça rien, il 1 mètre ou 2 mètres? de quelle heure? Hein? Ah, de quelle heure? Voilà. Alors, quelle heure? Eh bien, c'est très compliqué. Des fois, on a des appels des écoles maternelles ou de parents qui vont dire qu'il y a eu un problème avec un garçon, et puis après ils ont posé des questions, et finalement ils ont essayé de savoir si c'était un grand garçon, petit garçon, si c'était l'ATSEM, le maître ou un autre enfant. C'est quand même très compliqué voilà, à l'échelle d'un enfant de maternelle. En fonction du contexte, si on lui pose la question, mais t'es sûr c'est pas un grand, mais sûr c'est pas un grand, ou de la deuxième fois, ou de la troisième fois, oui, souvent, il va dire bah oui c'était un grand. Donc attention. 10 mètres de 8 heures. Moi j'aime bien les saucisses avec les légumes. Alors ça, vérité ou pas vérité? Vérité. Là, ça sort, c'est vraiment un fait spontané. Là, elle adore adorer manger les saucisses. On ne sait pas pourquoi ça arrive là. Mais bon, il y a des fois, c'est comme ça, c'est la parole des enfants. S'il y a quelque chose de spontané qui est évocateur de violence et qui est arrivé comme ça, bah, il y avait le film tout à l'heure. Moi, je ne connaissais pas le film sur la prévention de l'inceste. Je pensais que la petite, après avoir parlé de son problème à l'école, elle allait peut-être dire ah bah oui, mais tu sais, maman, il y a tonton Jacques, la dernière fois, en vacances, j'ai vu son gros zizi tout dur. Enfin bon, 3-4 ans, normalement, le concept du zizi tout dur, c'est pas acquis par donc voilà, c'est des choses des fois qui sortent pas forcément au moment où on Moi aussi, je trouve ça normal, surtout à 8h moins 10 mètres. Et c'est un légume, la saucisse? Ça pousse dans les arbres, les saucisses? Oui. Alors vous voyez, elle dit non. Voilà, elle voit que ça sonne, elle voit le visage de l'adulte qui change, elle réfléchit un petit peu, puis finalement elle dit pourquoi pas les saucisses dans l'arbre. Ça s'appelle l'arbre à saucisses. Et il y en a beaucoup dans ton jardin, des saucissiers? C'est très joli un saucissier, non? Alors là, on illustre aussi le pouvoir qu'ont les enfants en termes d'imagination, de fabulation, et voilà, c'est des choses qu'on peut des fois repérer quand même assez rapidement. Alors, je sais pas si ma collègue qui fait des consultations au milieu est là, mais des fois, voilà, une petite, elle était partie sur le fait que son père, il s'est déguisé en princesse avec une baguette magique, et puis c'était fantastique son histoire, mais il n'y avait rien qui tenait vraiment la route. Et moi, j'ai mon aînée, mais elle était très forte pour inventer plein d'histoires, même ses cousins, à un moment donné, je n'ai plus discuter avec elle parce qu'à un moment, elle disait c'est pas possible. À chaque fois, moi, je lui disais, je vais demander à ta maîtresse. Non, c'est bon, maman, t'as pas besoin de demander à la maîtresse. Voilà. Mais bon, ça lui est passé. Et toi, parfois, tu dis des gros mots? Non, je dis Tu dis des gros mots? Non. C'est quoi le pire? Elle ne craque pas, c'est bien, elle ne craque pas. Peut-être qu'elle est suffisamment mise en confiance, elle s'est dit qu'il était peut-être sympa, elle ne craque pas. C'est ta gueule. Arrête, c'était à qui? Mon monsieur, comme la voiture. Pour aller à l'école. Il dit ta gueule. Elle dit quoi encore? Il dit je vais t'arracher les yeux, t'es qui? Vrai, pas vrai. T'arracher les yeux, si tout est possible, on sait très bien que c'est un yeux. Il y a des embouteillages où chacun peut un peu s'exprimer et sortir les mots de la terre. Moi, je pense que c'est vrai, mais en tout cas, ça c'est sorti. Et c'est bien de dire ça? Non. Et tu lui as dit à maman que c'était pas bien de dire ça? Non. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit je vais t'arracher les yeux. Ah ouais, d'accord. Je ne vais pas tout faire parce qu'à la fin c'est mignon. J'ai réussi à faire passer, j'espère, les messages que je voulais faire passer. Donc voilà, on a vu
Voilà, adaptation à la réaction de l'adulte, difficulté dans la temporalité, difficulté dans l'évaluation qualitative, vérité spontanée, oui, je pense que la mère dit ta gueule en voiture, suggestibilité, imagination, fabulation, fantastique, et après, au cours, une nouvelle fois, elle s'adapte à la réaction de l'adulte. Donc, voilà, Mireille Cyr, c'est celle qui a travaillé beaucoup sur, c'est la Canadienne qui a travaillé sur le NICHT, qui a proposé le NICHT et qui travaille toujours sur le recueil de la parole de l'enfant. Donc, elle disait, les enfants comme les adultes aussi peuvent être influencés lors d'un entretien et avoir tendance à ajuster leurs propos aux attentes perçues de l'intervieweur. Donc, l'enfant est subjectif, c'est la question de l'adulte. Le sens des mots est forcément différent. Il est donné différemment celui des enfants est différent de celui des adultes. Il peut se rétracter s'il est conscient de ses conséquences et de ses révélations. Et puis, des fois, il y a des enfants qui ne veulent pas parler. C'est vrai qu'on parlait de la maternelle. Pour ceux qui ont eu des enfants à la crèche ou chez nous, on avait tout le détail de ce qui se passe dans la journée. Grosse frustration à l'école maternelle, on ne sait plus trop. Et puis, l'enfant, alors, je sais pas. C'est vrai, quand ils sont tout petits, on voit bien en consultation ou à d'autres étapes qu'il y a des moments où ils n'ont pas trop envie de... Ils n'ont pas trop envie de parler. Bon, il est écrit partout qu'il faut aussi donner de la valeur au silence. Oui, mais pas toujours. Enfin, voilà, de toute façon, on n'est pas sur des trucs que le carré. Donc, comment on peut s'y retrouver? Comment on peut aider dans notre pratique? Donc, moi, j'ai un petit peu distingué, j'ai trouvé ce guide des bonnes pratiques du recueil de la parole de l'enfant. Il a été fait par le Comité national des violences intrafamiliales. Il est plutôt bien, mais ce qui manque, et vous verrez, c'est que moi, je pense qu'il faut se créer une boîte à outils avec des phrases types qu'il faut, des façons de poser des questions aux enfants de façon un petit peu type. Et après, à droite, c'est le niche des gens à la fin. Alors, préalable. Alors qu'on se le dise, le professionnel en charge d'enfants doit être préparé à être confronté à des situations de révélation d'abus. On l'a dit, il y a ce chiffre là, de 3 enfants par classe victimes d'inceste. On parle beaucoup de la maltraitance, un enfant sur 10. Donc, il faut être à n'importe quel moment prêt à ce qu'il y ait une révélation, quelque chose qui nous alerte et savoir quoi faire. Parce que la réaction de l'adulte lors de la révélation peut être déterminante. Si on banalise, si on lui dit d'emblée, non, mais tu dis des bêtises, c'est pas possible, et voilà, il va complètement se refermer alors qu'il pensait être en relation de confiance avec ce professionnel à qui il s'est un petit peu confié. Donc, pour qu'un enfant accepte de parler, il faut qu'il sache que l'adulte est disponible, qu'il écoute avec intention. Et donc, être à l'écoute suppose pour les adultes de pouvoir entendre ce que l'enfant va dire. On a, voilà, les gens de la salle, on a, qui sont des gens qui sont dans la protection de l'enfance. On a tous déjà été choqués par les termes qui sont employés. Et à nous de gérer notre propre émotion. Monsieur Sotaz en a parlé. Il faut savoir gérer sa propre émotion et que ça transparaisse pas. Voilà, vous pouvez trembler un petit peu des pieds, mais c'est derrière le bureau. Et puis face à l'enfant, vous dites, vous faites de la respiration discrète. Oui, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Le professionnel doit donc, dans une attitude de bienveillance envers l'enfant, instaurer et maintenir une relation de confiance, être respectueux du dire de l'enfant et savoir rassurer et valoriser l'enfant. J'ai l'impression que c'est la base, mais je trouve que c'est bien de le rappeler, parce que ça veut dire aussi que si c'est pas attendu, il faut essayer de créer, de dire bon bah là il y a quelque chose de prioritaire, je suis hermétique à tout ce qui se passe. Ailleurs, parce que là c'est le moment où cet enfant il a besoin de moi, et il y a des enjeux, donc et voilà, mon téléphone je le coupe, je m'assure, je me mets en condition et j'essaie de mettre en condition l'enfant. Donc voilà, autre citation de Mireille Cyr, tout est en lien avec les questions qu'on va poser à l'enfant. Donc il ne faut pas mener ou diriger l'entretien, il faut laisser l'enfant s'exprimer à sa façon, avec ses mots. On ne pose pas des questions foireuses, on pose des questions simples, on ne suggère pas les événements et on essaie de ne pas faire répéter l'enfant. Donc des fois ce qui manque, c'est qu'il y ait des exemples de façon de formuler les choses. Et ça, je pense qu'il faut s'entraîner dans son quotidien. Moi, mon quotidien, c'est mes enfants, j'ai une petite famille nombreuse, et ma posture de professionnelle. C'est, il y a un conflit entre mon fils et ma fille, c'est très fréquent. Alors, mon fils étant, sans faire de choses genrées, c'est un petit peu... oui, mon fils est plutôt castagne, et ma fille, on la touche, elle crie. Donc j'ai essayé de faire une éducation non genrée, mais il y a ces trucs qui sont dans les stéréotypes, et je vais avoir des fois tendance à dire « Justin, qu'est-ce que tu as fait à ta sœur ?» C'est pas ça qu'il faut que je dise, c'est je respire, et je vais lui demander « Venez tous les deux, expliquez-moi
ce qu'il s'est passé. Parce que c'est clair, on fait Justin de dire qu'à chaque fois c'est de sa faute, mais aussi. Et après, dans mon quotidien professionnel, dans les entretiens sur l'évaluation de situation de danger, on va poser la question là, pour avoir des petits marqueurs, comment ça se passe l'alimentation, le sommeil, des choses comme ça. Et il y a des fois, je dis, alors probablement au moment où je suis un peu à la bourre, ça se passe bien l'alimentation. J'ai déjà dit, en fait j'ai induit une réponse par la formulation. Alors, une fois je me forme. Comment se passe l'alimentation, comment mange votre enfant? Vous voyez bien que et ça, on peut s'exercer tous les jours avec votre conjoint, avec votre collègue avec qui vous êtes en conflit. Voilà, essayer de plutôt comprendre ce qui s'est passé, plutôt d'emblée dire qu'est-ce que tu as fait. Voilà, même aux urgences, on travaille toutes les deux avec Barbara aux urgences. Il y a un enfant qui arrive pour un traumatisme, dire qu'est-ce qui s'est passé, et pas comment tu t'es fait ça, parce que même quand on dit comment tu t'es fait ça, ça veut dire que c'est lui qui a fait la bêtise et qui a fait. Vous voyez? Donc, et si l'enfant commence à parler, on simplement lui dire est-ce que tu peux m'en dire plus et après, ça dépend des circonstances, j'en parle un peu, est-ce que tu peux m'en dire plus ou me raconter telle ou telle activité, en sachant que moi je vous parle du dépistage. Et donc là, j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais faire passer comme message, j'espère. Et quand on est en fonction, quand on est dans une situation où on n'a pas encore d'éléments formalisés de violence, mais on est inquiet, un enfant qui a une hérésie qu'on n'explique pas, qui a des tristesses non expliquées, enfin tout panel de signes que vous connaissez qui sont indicateurs. Et moi, je pense que de ma place, ou des professionnels de santé, on peut dire je connais bien la santé des enfants, je suis là pour m'assurer que tu es en bonne santé dans ton corps comme dans ta tête. Alors ça, c'est ma sauce, hein. Vous prenez ce qui vous intéresse. Et après, si c'est en consultation, c'est l'enfant, enfin la mère qui amène l'enfant. Maman et papa est inquiet pour toi. Sais-tu pourquoi? Est-ce que tu sais pour quelle raison maman, papa est venu me voir aujourd'hui? Si l'échange est amorcé, on reste, une fois qu'il parle, il dit est-ce que tu peux m'en dire plus? Et on s'arrêtera au moment où j'ai les éléments suffisants. On n'a pas besoin de notre place de dépistage, de savoir si c'était à la maison ou dans l'appartement, avant Noël, pas Noël, c'est pas à nous de faire ça, c'est pas notre rôle. Il y a des fois, il y a besoin juste une ou deux phrases qui font pas de pli en fait. Et là, vous faites un écrit. Alors des fois, on essaie de rétrécir le champ. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont ici, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ou si dans vos circuits, ça ne se prête pas, nous c'est aussi ce qu'on fait, hein, quand on est plus à l'aise. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui t'ont rendu très triste, t'ont mis en colère, t'ont fait peur? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Alors quand on dit ça, des fois c'est souvent le copain d'école, donc ça n'arrive pas souvent. Après sur les consultations, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de consultations sur le comportement sexuel problématique, on n'en parlera pas aujourd'hui, où lors de l'entretien où l'enfant est seul, finalement on va apprendre que oui, la méthode éducative c'est oui, il parle de toute autre chose, de comment ça se passe à la maison, et puis on va apprendre que on le met au coin, et puis s'il ne fait pas ce qu'il faut, il va avoir une fessée. Donc il y a beaucoup de violences éducatives ordinaires qui ressortent des fois sur des comportements ou avec des portes d'entrée d'autres. Voilà. Et donc là, dans le guide que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, ils ont distingué différentes situations types où il peut y avoir une révélation. Donc, c'est destiné surtout aux professionnels médicaux, mais je pense une psychologue, une psychologue, une orthophoniste, ou des fois un enseignant. Donc, il va y avoir un parent qui va livrer ses inquiétudes pour son enfant concernant des violences subies. Donc là, on va essayer de faire un entretien familial. Alors, si c'est possible, l'organisation de l'espace, l'organisation du temps s'y prête, la vie d'enfant s'y prête, essayer de voir le parent seul pour mieux comprendre les circonstances de révélation. Parce que, il m'est déjà arrivé aux urgences, on me dit c'est sûr, Ahmed, c'est une situation d'agression sexuelle, tout le monde tremble comme ça, en plus c'est un dimanche au milieu des 4 heures d'attente. Et en fait, c'était des parents séparés, et je pense qu'avec l'expérience, des fois on a un petit peu l'intuition, et j'ai essayé de repartir en arrière sur à quel moment la gamine aurait dit que c'était la tata qui l'avait touchée, ou je ne sais plus ce que c'était. Et finalement, il y avait un litige entre le père et la belle-sœur.
sœur, qui ne pouvait pas trop se voir. Et en fait, le papa, il a récupéré après le séjour, il y avait la sœur, et il l'a emmené au McDo, et il lui a posé, en reprenant le fil, il lui a posé des tonnes de questions, et après des questions très orientées, où la petite, elle dit oui, parce que oui, elle t'a fait mal, Tati, mais il y avait tout un chemin avant qui était fortement orienté et suggéré. Donc quand on détricote et quand on voit l'enfant tout seul qui va parfaitement bien, et ben on va pas aller dégainer. Après, si vous voulez aller porter plainte, allez porter plainte, mais moi je vais pas aller faire un signalement si j'ai si peu d'éléments. Bref, on essaie de comprendre les circonstances de révélation. Et alors, tout ça c'est super, on libère la parole, mais il y a beaucoup de parents maintenant qui sont dans une telle angoisse de ces situations d'agression sexuelle qui vont aussi très rapidement suggérer. Voilà, donc je pense qu'il y a hélas des situations où c'est peut-être un parent qui s'est occupé des soins d'une vulvite, les vulvites chez les petites, c'est extrêmement fréquent, et si on prend soin de son enfant, et ben on peut mettre une crème, moi je sais pas, à 4 ans, je trouve que c'est plus à l'adulte que l'enfant de mettre sa crème tout seul. Et après il y a des choses qui sont montées de fil en aiguille, donc il faut faire attention, parce que si on fait déborder les services de justice de choses un petit peu pas suffisamment fondées, les services de justice n'ont pas le temps ou la possibilité de s'occuper des réelles situations gravissimes d'agression sexuelle et d'entraitance en tout genre. Donc comprendre le contexte de vie pour évaluer le danger. Si j'ai une suspicion d'agression sexuelle et que l'agresseur est peut-être dans le milieu de vie, je ne vais pas utiliser les mêmes moyens ou déclencher les mêmes choses que s'il est à distance de ce danger potentiel. Et puis, comme je vous ai dit, moi, un entretien type, je questionne sur la scolarité, l'alimentation, le sommeil, ces choses-là, et voir s'il y a un retentissement. Là, on essaie de voir l'enfant seul et essayer de recueillir quelques éléments suffisants pour étayer la suspicion de violence sans prendre la place d'un enfanteur. Et on évalue un peu les compétences langagières, neurodéveloppementales, comment l'enfant se situe dans son environnement. Donc, si élément suffisant, on va déclencher une procédure judiciaire. Agression sexuelle, on ne se pose pas trop la question entre information préoccupante et signalement. Si les éléments sont non suffisants et doutes persistants, il faut vraiment proposer un nouveau rendez-vous, faire éventuellement un lien avec le partenaire. On peut partager le secret dans le registre de la protection de l'enfant. Contexte 2, là, ce qui est proposé sur le guide, c'est un contentieux familial évoqué par un parent accompagnant. Donc, voilà, on connaît tous les situations de séparation conflictuelle, hautement conflictuelle, où il va y avoir, alors ça peut être véridique, mais des fois une mise en cause facile, on va dire, de l'autre parent, et des fois on peut l'entendre parce qu'une mère qui a subi des violences conjugales où ça s'est mal terminé. Et bien sûr, à contrario, les séparations conflictuelles, je suis d'accord que des fois il y a des pareil, c'est mis sur la responsabilité des séparations conflictuelles. C'est des choses qu'on travaille actuellement avec Madame Urard, qui est responsable au tribunal des affaires familiales. Et c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher parce que je sais bien qu'il peut y avoir des glissements dans un sens et dans un autre. Donc de la même façon, on voit l'enfant seul parce que justement pour se sortir un petit peu et prendre un petit peu le recul, il faut parfois voir l'enfant seul. Et de la même façon, si les éléments sont suffisants, on n'a pas besoin de rencontrer l'autre parent et on peut mettre en place une procédure judiciaire. Si les éléments sont non suffisants et qu'il apparaît quand même une séparation très conflictuelle, très difficile, on peut essayer de rencontrer l'autre parent. Et si les éléments sont non suffisants mais les doutes sont persistants, on propose un nouveau rendez-vous. Et après, la troisième circonstance, et j'en ai déjà un petit peu parlé sur une des diapos précédentes, c'est le professionnel est alerté par des signes d'alerte indirects ou directs de maltraitance. Alors l'enfant peut, c'est ce qui est écrit sur le référentiel, parce que j'ai pris des référentiels sur cette déclinaison de circonstances de révélation. Et il peut montrer des signes d'insécurité, mais il ne faut pas se dire que s'il n'y a pas de signes d'insécurité, c'est pas tout est possible concernant la réaction de l'enfant face à ses parents. Donc on réalise l'entretien seul avec son accord et je pense qu'il faut se mettre dans sa posture, et c'est l'entretien de noter, c'est une posture qui doit être ferme et centrée sur l'intérêt de l'enfant. Voilà, même sur nous, toutes nos annonces de suspicion de violence chez les petits, on se centre sur l'intérêt de l'enfant et
c'est vraiment notre bataille quand même au quotidien, l'intérêt de cet enfant, même si c'est pas simple aussi. Et du coup, dire que moi je suis médecin, moi je suis soignant, je suis là pour prendre en charge cet enfant. Il me semble qu'il est opportun que je voie l'enfant seul pendant un petit temps. Donc je souhaite que vous vous attendiez pendant ce moment en salle d'attente. Si le parent refuse catégoriquement, sauf une situation qui semble urgente, il faut essayer de revoir l'enfant et garder le lien de confiance avec l'enfant et aussi avec le parent. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est une diapositive qui n'est pas forcément pour les violences sexuelles, mais en tout cas, de façon globale, nous, des fois, on est en difficulté parce qu'on nous a interpellés. Il y a un soignant qui a vu un parent donner une gifle à un enfant, il ne l'a pas repris au moment. On fait des choses qui sont rapporter. En fait, il faut le dire au moment. On peut dire, je vois que là, voilà, je vois ce geste que vous avez fait, ça m'ennuie, qu'est-ce qui se passe, vous êtes un petit peu débordé, comment on peut en reparler, comment on peut travailler ça, et puis tirer les ficelles, le garder hospitalisé pour mieux comprendre la situation, parce que quand on reprend nous à un temps décalé, c'est très compliqué. Et puis, à savoir que dans les maltraitances, des fois vous voyez un des parents, mais nous sur les maltraitances physiques et infantiles chez le petit, il est prouvé c'est un parent tout seul, dans la nuit, en pleine nuit, et l'autre parent n'est pas témoin. Donc pour tous les internes souvent qui nous disent oui, mais ils ne vont pas vouloir être hospitalisés, ils ne vont pas venir. Voilà, il y a des parents qui vous emmènent les enfants, et ça se fait aussi sur les situations d'inceste, même si j'avoue que je vois on pourra faire peut-être de situations de maltraitance physique, c'est qu'ils vous amènent l'enfant, ils sont dans la même naïveté, on va dire, que vous. Ils ne savent pas ce qui se passe, ou ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas de toute façon accepter et réaliser ce qui se passe pour leur enfant. Donc on place l'enfant et son intérêt au centre du discours et de nos préoccupations. Donc les professionnels en posture de dépistage des violences sont un rôle clé dans la protection de l'enfant. Au vu des statistiques, tous les professionnels en charge d'enfants doivent être prêts à une situation de révélation ou de diagnostic de violence. Le recueil de la parole est difficile mais pas impossible. Je pense qu'il faut s'exercer un peu dans son quotidien, avoir une boîte à outils simple d'utilisation et ne pas prendre la place d'un enquêteur, ça avec nous aux éléments suffisants. Voilà. Donc, merci beaucoup CRIAVS pour cette invitation. Barbara Lormeau, je suis pédiatre et médecin légiste au CHU de Montpellier. Je vais vous parler de la parole des enfants victimes avec le médecin légiste. Donc, juste pour vous donner un petit peu le contexte, dans une volonté de politique de lutte contre les violences faites aux femmes, de lutte contre les violences conjugales et de lutte contre les violences intrafamiliales, une instruction ministérielle a décidé de créer une unité d'accueil pédiatrique enfants en danger en 2021, c'était le projet, dans tous les départements de France. Donc il faut savoir que c'est un schéma unique au monde. On est le seul pays dans le monde à proposer un accueil des mineurs victimes aussi accessible et déployé partout sur le territoire. Donc, ces UAPED, ces unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, ont pour objectif d'évaluer la situation de ces mineurs victimes ou susceptibles de l'être, et de coordonner leur prise en charge pour qu'elle soit globale, médicale, médico-psycho, sociale, médico-légale et judiciaire. Le parcours doit bien sûr être respectueux du droit des enfants, adapté à leur vulnérabilité, à leur âge, à leur développement et quel que soit le type de violence. L'UAPED, ça permet aussi de recueillir la parole de ces enfants par des professionnels formés dans un lieu sécurisant, adapté à son âge et aménagé afin d'éviter de nouveaux traumatismes liés à la démarche judiciaire. Et bien sûr, le fait de centraliser tous les professionnels de sa prise en charge au même endroit, ça permet d'éviter de multiplier les rendez-vous. Donc à Montpellier, l'UAPED a été inauguré le 23 novembre, on l'a ouvert le 4 décembre. Donc cette unité, c'est une unité spécifique qui est réservée aux mineurs
au sein de l'unité médico-judiciaire. Et donc les mineurs sont vraiment accueillis désormais séparément. Ils ne peuvent pas être dans la salle d'attente avec un jeune de 25 ans qui a été victime d'une RITS la veille et qui peut avoir des lésions partout qui peuvent aussi traumatiser l'enfant. Donc on a une petite salle d'attente avec des jeux, c'est un service coloré qui est rassurant au sein de l'hôpital. Et donc au sein de cette unité, on a la grande nouveauté, la salle d'audition filmée. Et donc désormais, les enquêteurs peuvent venir à l'hôpital, auditionner les enfants. Donc vous voyez, ils sont situés dans cette pièce. Et donc il y a l'enquêteur et l'enfant, tout seuls, plus tous les deux, personne d'autre. Et par contre, derrière la glace sans teint, peut se trouver donc, là, dans ce cas-là, nous, c'est l'infirmière de médecine légale et les autres enquêteurs, s'ils ont envie de communiquer ensemble, si son collègue a oublié une question, voilà. Donc ça, c'est dans l'idéal. Le mineur est auditionné à l'UAPED par les forces de l'ordre en présence de l'infirmière. Et tout de suite après son audition, enfin bien sûr il fait une petite pause, hein, parce que c'est un moment qui est long et difficile, il peut bénéficier de son examen médico-légal sur réquisition. Au décours de notre examen médical, s'il en a besoin, selon ce qu'on évalue, on peut proposer un soutien psychologique avec la psychologue présente dans le service. Et pareil, on a une permanence de France Victime 34, 5 jours sur 7, une juriste hein, qui peut recevoir l'accompagnateur, donc les parents ou n'importe quel accompagnateur qui accompagne l'enfant. Dans très peu de temps, on aura également la possibilité d'une évaluation sociale avec une assistante sociale qui va rejoindre l'équipe de l'UAP. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas encore comme ça. Alors on espère y arriver le plus rapidement possible. Dans la vraie vie, une majorité des enfants sont auditionnés au sein des locaux de police et de gendarmerie. Les gendarmes et les policiers essayent, s'ils ont le temps, hein, vous savez, ils sont en sous-effectif, il y a beaucoup de procédures en cours, donc ils essayent de nous envoyer la retranscription de cette audition avant notre examen médico-légal pour qu'on puisse la consulter avant de voir l'enfant. Et ça arrive, alors c'est quand même rare, hein, faut le dire, qu'on voit l'enfant sur réquisition avant même son audition. Il y a une maman qui m'a dit une fois, ah ben non, je lui demande s'il a été auditionné, elle me dit, ah non, le gendarme m'a dit qu'il attendait de voir ce que donne votre examen pour l'auditionner. Ça, c'est pas satisfaisant, donc petit à petit, on essaye de faire au mieux. Ça a pour conséquence que le médecin légiste est amené hein, à faire l'interrogatoire et à recueillir la parole de l'enfant, parfois dans sa globalité. Des fois, parce qu'il s'aperçoit dans l'audition qu'il lui manque des éléments pour savoir quel examen il va faire. Et puis parfois, il va essayer, enfin voilà, il va recueillir des petites précisions qui lui semblent judicieuses. Donc au total, le médecin légiste recueille très souvent la parole de l'enfant. Pour vous donner un exemple, voilà, je reçois une jeune de 14 ans. Je lui dis, voilà, j'ai pu voir dans ton audition, tu as été victime d'une pénétration vaginale. Je voulais reprendre avec toi. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres violences? Non, non, pas d'autres violences. Ok. Est-ce qu'il y a eu une pénétration anale? Non. Est-ce qu'il y a eu une pénétration buccale? Ah oui, mais ça, c'est rien. Ok, donc il y a eu une pénétration buccale et une pénétration vaginale. Donc vous voyez quand même de reprendre les choses avec l'enfant, ça a quand même son importance. Il ne va pas forcément dire les mêmes choses aux enquêteurs et aux médecins. J'ai repris rapidement les définitions. Les définitions d'agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Donc à partir du moment où l'enfant a moins de 15 ans, c'est une agression sexuelle si l'auteur est majeur. Le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit. Et depuis 2021, tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Ça veut dire que depuis 2021, le fait de subir une fellation est un viol. Le fait que la personne nous fasse une fellation, c'est un viol. C'est très important parce que même dans la tête des victimes, pour elles, elles ne considèrent pas forcément ça comme un viol.
Et pareil, le cunnilingus est un viol. Ça a été abordé, donc je vais passer rapidement. Hein. Donc en effet, sur la personne d'un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter uniquement du fait que l'auteur est une autorité de droit ou de fait sur sa victime, ou qu'il y ait une différence d'âge significative qui est de 5 ans. Et sur un mineur, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime qui ne dispose pas du discernement nécessaire pour ses actes, qui ne dispose pas des capacités pour donner son consentement. Monsieur Sautel vous l'a dit, on ne partage pas tous nous, on adhère à la Ciivise, hein, c'est quelque chose qui a apporté beaucoup aux victimes d'inceste, et il faut continuer à travailler pour mettre en place des choses. Donc la Ciivise, dans son rapport, a préconisé d'ajouter le cousin et la cousine germain dans la définition des agressions sexuelles incestueuses. Pour vous donner quelques chiffres, donc depuis son ouverture à Montpellier, à l'UAPED, on a reçu 137 mineurs victimes d'agressions sexuelles. Un peu plus de la moitié, ce sont des viols. Et 12 on a fait 38 auditions filmées, seulement 12 pour des victimes de violences sexuelles. Et parmi ces 137 mineurs, un peu moins de la moitié sont des victimes d'inceste. Alors tout le monde le sait, on l'a vu à multiples reprises, on sait que 80% des violences sexuelles sur les enfants sont intrafamiliales, donc c'est de l'inceste. Pourquoi vous en voyez que 45%? Parce qu'on le sait aussi, les révélations sont beaucoup plus difficiles quand l'auteur fait partie de la famille et sont souvent beaucoup plus tardives. Et donc du coup, les victimes d'inceste sont plus souvent vues une fois qu'elles sont majeures, donc elles ne rentreront pas dans les chiffres de l'UAP. Je me suis fixée pour objectif aujourd'hui de vous amener dans une unité médico-judiciaire. C'est souvent quelque chose, même pour le personnel soignant, de complètement abstrait. Personne ne sait comment ça fonctionne, personne ne sait ce qu'on fait, parce que moi, dans la vie de tous les jours, à chaque fois que je dis que je suis légiste, on me dit « Ah oui, tu travailles avec les morts ». Alors, on travaille un petit peu avec les morts, mais beaucoup avec les victimes. Donc j'espère, voilà, au moins que vous allez arriver à suivre le parcours de l'enfant au niveau d'une unité médico-judiciaire. Donc l'enfant, il est accueilli par l'infirmière. Ça va être le fil rouge de sa prise en charge au sein de notre service. Ça veut dire qu'elle va accompagner l'enfant tout le long de son parcours. Elle va donc l'accueillir, elle va s'entretenir avec lui, elle va faire connaissance. Très important de faire connaissance, de le mettre en confiance, et elle va lui apporter toutes les explications, elle va déjà tout lui expliquer. Voilà, après tu vas être auditionné par les enquêteurs, après tu iras voir le médecin va te déshabiller, voilà, elle apporte toutes les explications. Élément très important aussi, elle va se renseigner sur le nom donné par l'enfant à ses parties intimes. Chacun a son petit nom, mais au moins, nous, en tant que médecin, quand on va s'adresser à l'enfant, on pourra se comprendre, lui et nous, on utilisera les mêmes termes, ce qui est aussi très important. Et ensuite, elle va nous accompagner au temps de l'examen médical. L'examen médical, avec ou sans blouse, on voit si l'enfant est apeuré, stressé, on n'hésite pas à retirer notre blouse et être en civil. L'enfant est toujours seul. C'est exceptionnel que ça se passe mal. On a de plus en plus, c'est vrai, de parents qui sont un petit peu réticents de laisser leur enfant, qui nous font la remarque. Moi, ce que je leur explique, c'est que c'est leur moment à eux. Un enfant n'est pas du tout le même avec son parent ou sans son parent. Ça évite que le parent réponde à la place de l'enfant. Ça évite que l'enfant ne dise pas certaines choses parce qu'il y a son parent à côté. Moi, encore aujourd'hui, il y a des choses que je dirais pas si ma mère elle est à côté. Et c'est son moment à lui. Voilà, je pense que c'est très important et bon, je suis pas très vieille, mais de l'expérience que j'ai, ça se passe dans l'ensemble très bien. Donc la première étape, on recueille tous les éléments de sa situation personnelle, son âge, en quelle classe il est, la situation de ses parents, avec qui il vit,
le métier de ses parents, s'il a des frères et sœurs, s'il fait des activités extrascolaires. C'est une étape très importante parce que de la même façon, hein, c'est le moment où on va créer l'alliance, on va mettre l'enfant en confiance, on va lui donner envie de passer ce moment avec nous et surtout de nous parler. Et ça apporte également beaucoup d'éléments sur déjà l'évaluation de son stade de développement psychomoteur, s'il présente un retard, s'il présente un trouble de l'attention. Moi, en 5 minutes, là, sur ces 5 minutes, j'ai des enfants, ils se lèvent 50 fois de leur chaise. Je suis obligée de les reprendre, voilà. Mais ça apporte déjà beaucoup d'éléments. Également sur sa maturité, j'ai des enfants de 12 ans qui ne savent pas le métier de leurs parents. Alors j'ai des enfants de 2 ans, par contre, qui m'expliquent tout ce que fait leur mère dans la journée. Voilà, donc on tire de questions qui paraissent anodines, on en tire beaucoup d'éléments. Bien sûr, on va recueillir tous les antécédents. On a l'étude du carnet de santé, vous le savez, hein, c'est primordial chez l'enfant. On a la chance d'avoir franchement quasiment toujours le carnet de santé. Faut croire que quand c'est la police qui le demande, bah, c'est plus efficace. Et ça nous permet d'évaluer, donc bien sûr, sa croissance, son développement, le suivi médical, les vaccinations, et de voir les différentes prises en charge dont il a bénéficié. Chez l'adolescente, la préadolescente, on recueille aussi, bien sûr, tous les antécédents gynécaux dans un contexte de violence sexuelle. Concernant les faits, donc le docteur Haquet vous en a parlé, donc les forces de l'ordre, la majorité, alors bon, ça arrive des fois qu'ils ne soient pas formés, mais ceux qui procèdent à l'audition sont formés au protocole NIF. Les médecins légistes, en soi, on n'a aucune formation théorique, hein, officielle. On se forme sur le terrain, je suppose, bon, comme beaucoup d'entre vous. Et c'est vraiment notre expérience. Plus on en voit, plus on est à l'aise et plus meilleur on sera. Et la différence avec les enquêteurs, c'est qu'on a une capacité protocole NIF. Il varie pas selon l'enfant, il s'adapte pas à l'enfant, à son âge et à son handicap. C'est toujours le même pour tout le monde. Et nous, par contre, on va pouvoir un petit peu plus s'adapter et faire un peu au feeling. J'ai des enfants qui sont fermés comme des huîtres, qui sont sur leur chaise, je vois qu'ils sont pas du tout à l'aise. J'insiste pas. Je dis ok, je suis le médecin des bobos, on va regarder si tu as des bobos, on commence à monter sur la balance, il se détend et puis tout d'un coup il se met à me parler, voilà, alors qu'on est en train de faire l'examen médical. Donc c'est pas face à face autour d'un bureau, mais c'est au cours de la consultation. Et pour lui, c'était mieux de le faire de cette façon. Donc l'objectif, vous avez compris, il ne faut pas influencer ni suggérer les réponses de l'enfant. Pour ça, on pose des questions très larges, des questions ouvertes, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas pouvoir répondre par oui ou par non. Il doit être obligé de faire une phrase. On va commencer par des questions très générales et petit à petit, on va aller vers les précisions. Et c'est afin d'obtenir un recueil le plus fiable possible. Moi, dans mes rapports, je retranscris exactement la façon dont l'enfant a prononcé, les phrases de l'enfant telles qu'il les dit. C'est très important parce que ça montre justement son immaturité d'un point de vue sexuel. Il n'a aucune connaissance sur la sexualité. Ça montre pareil, peut-être qu'il a un petit retard de langage. Enfin voilà, ça apporte des informations, donc je remets exactement comme l'enfant a dit. Pour faire au mieux, enfin rien de plus concret qu'un cas clinique. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu Pierre, 14 ans, suite à un signalement par son IME. Il aurait été surpris en train de lécher un poupon et dans les suites de ça, le personnel lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça ?» Il aurait révélé que son père et son frère lui faisaient la même chose. Donc Pierre, il a une déficience intellectuelle sévère et une épilepsie depuis l'âge de 4 mois qui est traitée. Il vit chez ses parents, il a un grand frère majeur, qui apparemment n'est pas toujours au domicile. Et il y a une notion quand même de trouble du comportement à caractère sexuel antérieur. A priori, il prendrait en photo tous les jours son sexe. Ça lui arriverait de sauter sur des petites filles qu'il peut rencontrer dans la rue. Voilà. Et donc, il a son audition filmée à l'UAPED, qui est peu contributive. L'enquêtrice n'arrive pas
à communiquer avec lui. Et donc, je le reçois pour l'examen médico-légal. Dans tous les cas, peu importe, voilà, même qu'on me dise il a 3 ans, il parle pas, il est en IME, il est autiste, il parle pas. Dans tous les cas, j'essaye. J'essaye et j'évalue, donc enfin, je conclus par moi-même s'il est en capacité ou pas de répondre aux questions. Donc, je lui ai demandé quel âge tu as? 12 ans. Tu vis avec qui? Avec maman, avec papa. As-tu des frères et sœurs? Oui, Bastien. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui? Oui, pour le dos. Il avait un corset. Est-ce que quelqu'un est méchant avec toi? Papa. Qu'est-ce qui fait papa pour être méchant? Il touche et il porte en même temps sa main au niveau de ses fesses et la pose. Il fait ça où? Dans ma chambre. Est-ce que papa, il fait d'autres choses? Papa, il met la télé, il met le casque. Il mime, comme quoi on lui met un casque sur les oreilles. Et qu'est-ce qu'il y a à la télé? Un monsieur et une madame. Qu'est-ce qu'ils font, ce monsieur et cette madame? Il ne sait pas répondre. Est-ce qu'ils sont habillés? Oui, ils s'amusent. Papa, est-ce qu'il touche ailleurs? Il touche et il fait un bisou là. Il porte sa main au niveau de l'entrejambe. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? J'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui te touchent là, sur le zizi? Bastien fait ça à moi, bisous là. Il montre son sexe. Est-ce que toi, tu fais des bisous sur le zizi de papa? Oui. Est-ce que toi, tu fais des bisous sur le zizi de Bastien? Oui. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est rentré dans tes fesses? À toi? Non. Voilà. Donc, on a quand même réussi à avoir des éléments, et des éléments qui sont similaires à ce que, a priori, l'IME, donc il a une parole qui est assez fiable et qui tient dans le temps. Bien sûr, on rencontre des difficultés dans le recueil de la parole, bien sûr pour tous les enfants qui ne parlent pas, soit parce qu'ils n'ont pas l'âge encore de l'acquisition de la parole, soit parce qu'ils ont une maladie, un handicap qui leur permet de parler, d'avoir un niveau de langage suffisant. Les victimes d'inceste sont toujours au cœur d'un conflit de loyauté. Ils souffrent, ils veulent que ça s'arrête, mais ils aiment leur papa, ils aiment leur agresseur, et ils sont toujours entre deux, et ils ont bien compris l'enjeu suite aux révélations qu'ils viennent de faire. On peut être en difficulté face à un enfant qui a été interrogé à de multiples reprises. Clairement, plus l'enfant est jeune, plus il va en avoir marre. Ils nous le disent, hein, clairement, je dois encore tout réexpliquer. Je dis non, t'inquiète pas, on va reprendre que les choses essentielles pour l'examen médical. Voilà, c'est important aussi de former, hein, de recueillir la révélation, et puis ensuite de faire au plus vite pour que l'enfant soit entendu par les bonnes personnes. Et l'enfant briefé, donc ça arrive souvent, hein, que les parents, que les enfants qui viennent dans notre unité soient accompagnés de leurs agresseurs présumés. D'accord? S'ils ne sont pas encore placés, la procédure judiciaire vient de commencer. Ils sont souvent accompagnés, hein, de l'agresseur présumé. Et bien sûr, ils nous disent, hein, voilà, ah non, mais moi je te dis rien, je veux pas aller en foyer. Bon, mais qui est-ce qui t'a dit ça? C'est maman qui m'a dit ça hier soir. Si je dis des choses qu'il faut pas, on peut me mettre en foyer. On va recueillir ensuite les doléances de l'enfant. On le fera aussi avec le parent à la fin de la consultation. Les doléances physiques et le retentissement psychologique. Bien sûr, on évalue toutes les sphères, c'est-à-dire comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à l'école et comment ça se passe avec ses camarades, avec ses relations sociales. L'examen médical, c'est un examen médical classique. On prend son poids, sa taille, on évalue son état général, nutritionnel, son état d'hygiène, son stade pubertaire. On regarde au niveau cutané s'il y a des lésions traumatiques qui peuvent paraître suspectes, l'examen endobuccal et l'examen génital et anal.
Un petit mot sur l'examen génital. Souvent, personne ne sait, enfin, tout le monde a l'impression que c'est un examen gynécologique comme nous quand on va chez le gynéco. Pas du tout. Chez l'enfant et même chez l'adolescence, hein, c'est un examen qui est très rapide. On allonge l'enfant sur le dos, on lui fait faire la position de la grenouille, donc c'est exactement comme la dame. Voilà. On va écarter au niveau des grandes lèvres, comme la première photo là-bas. On va écarter, ça va complètement mettre à jour la vulve. Donc on va rechercher des lésions traumatiques au niveau de la vulve. Et ensuite on va tracter au niveau des grandes lèvres. Et là ça va dépisser l'hymen. Et on va pouvoir observer et rechercher des lésions traumatiques au niveau de l'hymen. On ne fait aucun prélèvement chez les enfants qui n'ont eu aucun rapport sexuel, en tout cas qui n'allèguent aucun rapport sexuel consenti, et on n'introduit absolument rien. L'examen anal, on a différentes positions qui sont possibles, soit sur le dos avec les cuisses fléchies, soit en position génupectorale sur le ventre, en fait c'est à quatre pattes avec les coudes posés, ou soit sur le côté en décubitus latéral. Donc comme je vous l'ai dit, bien sûr on évalue les faits, c'est rare hein, chez les victimes d'inceste qu'on les voit 3 jours après les faits. Donc on fait des prélèvements à visée génétique uniquement pour les faits récents, sans préservatif, et des prélèvements à visée bactériologique. Donc chez l'enfant, on recherche les maladies sexuellement transmissibles. On n'a pas besoin de faire de prélèvements locaux, on va faire dans les urines. D'accord? Alors on ne saura pas si le gonocoque il est dans la bouche, dans le vagin ou dans l'anus, mais par contre on sait qu'il est positif. D'accord? Et comme ça, on n'a pas besoin de lui faire des couvillons, de rentrer dans les orifices. Selon le contexte, on fera le bilan sanguin et on délivre des thérapeutiques d'urgence. Donc ensuite, on fait notre discussion conclusion médico-légale qu'on va envoyer aux enquêteurs en leur donnant tous les éléments qu'on a recueillis. Et on a plusieurs choses à s'occuper, à vérifier, à s'assurer. Est-ce que l'enfant est en contact avec son agresseur présumé? Ça, ce n'est pas possible. Pourtant, la procédure judiciaire est lancée, mais en fait, on s'aperçoit que des fois, les gendarmes ont pris la plainte ou le signalement, enfin la plainte, ils n'ont pas encore prévenu le parquet, donc le parquet n'est pas forcément au courant, et l'enfant est en contact avec son agresseur présumé. Donc dans ça, c'est pas possible, il faut envisager une hospitalisation, appeler le magistrat, lui expliquer la situation, et voir s'il n'y a pas nécessité de faire, d'avoir une ordonnance de placement provisoire. On doit toujours rechercher auprès de l'enfant s'il y a d'autres victimes potentielles. D'accord? J'ai eu une jeune fille de 11 ans qui a rapporté des violences de la part de son grand-père qui habite à Orléans. Et elle m'a dit, ma cousine m'a dit qu'elle aussi, il lui faisait la même chose. Ok, donc sa cousine, elle est à Orléans, avec le grand-père en plus. Voilà, donc à Montpellier, tout était géré pour elle, mais j'ai dû envoyer un signalement à Orléans pour la cousine, pour qu'elle soit prise en charge rapidement et ouvrir une procédure judiciaire. Bien sûr, on préconise un examen médico-légal pour toutes les victimes potentielles, voilà, de la même façon. J'ai eu 2 frères qui ont été violés par leur oncle, mais leur oncle mineur. En fait, la mère de cet oncle mineur était assistante familiale pour l'ASE. Et du coup, elle avait 4 enfants à son domicile. Là, j'ai appelé le parquet. Je dis, il faut faire quelque chose. Enfin, vérifier que ces enfants n'ont pas aussi été victimes. Peut-être sortir ces enfants de ce domicile tant qu'on ne sait pas la dangerosité de l'auteur. Voilà. Mais oui, c'est ce genre de situation qui prennent du temps, en plus, alors qu'on a la consultation pleine, mais dont il faut s'occuper pour pas qu'il y ait d'autres victimes potentielles. On oriente l'enfant selon ses besoins, selon notre évaluation, donc soit pour le suivi de la trithérapie, vers les pédiatres de l'UAPED pour évaluation suivi sur du long terme. On a aussi des consultations pour les adolescents qui se mettent à risque avec des conduites sexuelles à risque, bien sûr vers les psychologues ou vers le centre psychotrauma en cas de gravité. Et on n'hésite pas, alors cette année, on a eu plusieurs situations d'inceste par le frère ou le demi-frère
Là, c'est une bombe dans la famille. Les parents sont dévastés. Ils ont bien compris. Hein, souvent, ils l'avaient fait d'eux-mêmes. Hein. Le frère a été envoyé, le premier, il a été envoyé chez les grands-parents. Et le deuxième, vu que c'était des demi-frères, il est allé chez sa mère et il ne remet plus les pieds chez son père. Mais par contre, pour ces enfants-là, il faut, et même pour la famille hein, qui est dévastée, il faut absolument que l'auteur soit pris en charge le plus rapidement possible. Et donc, on fait le lien avec le CRIAVS pour essayer d'aider ces familles qui sont très demandeuses hein, d'une prise en charge également de l'auteur présumé. Je finirai ma présentation par quelques petites paroles d'enfants hein, victimes reçues cette année à l'UAPED. Donc c'est une fille de 9 ans. Mon tonton est venu dans la chambre avec un verre à la main. Je crois qu'il avait de l'alcool. Il a éteint la télé et il m'a dit « Je vais t'aider à dormir ». Je dormais sur un matelas 2 places, posé au sol, au pied du lit. Il est venu sur moi, il a enlevé ma culotte et il m'a mis sa main ici. Elle nous montre l'entrejambe. J'ai saigné et après j'ai dormi et quand je me suis réveillée, j'avais encore mal. Et dans ma culotte, c'était marron noir. Un petit garçon de 10 ans. Papa, il nous a fait des trucs un peu bizarres. Les trucs qu'on fait aux dames. Il nous fait des bisous, il nous oblige à toucher son zizi. Une fois pendant que je dormais, il est revenu, il m'a enlevé le short et le slip, il s'est mis sur moi et il s'est frotté. Il est comment son zizi quand tu le vois? En gros, ça bande, il est vers le haut. Tu as eu mal, tu as saigné à une petite fille de 9 ans. Non, mais j'ai senti son zizi contre ma foufoune. Un garçon de 10 ans. Son oncle. Il a mis sa partie intime dans mes fesses, il m'a forcé. Il ne voulait pas que je sorte, il me bloquait un peu. Il est resté devant la porte, il ne voulait pas que je sorte. J'ai eu mal aux fesses. Un petit garçon de 4 ans. Papy me suce le kiki. Une jeune fille de 16 ans. Mon frère me disait que c'était normal, qu'il fallait le faire, que si je disais quelque chose, il allait me détruire. Et une petite fille de 8 ans, il m'a dit que je devais le dire à personne, que c'était un secret. Merci beaucoup de votre attention.